Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec les frères Goncourt que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de lire un roman écrit de leurs mains, intitulé Germinie Lacerteux. Alors c'est un roman qui retrace la vie de leur gouvernante, de leur bonne, qui s'appelait Rosalie, et de laquelle ils étaient très proches, surtout après le décès de leur mère. Voilà, c'est un livre qui est paru en 1864 et je vais d'abord vous lire la préface de la première édition. Il nous faut demander pardon au public de lui donner ce livre et l'avertir de ce qu'il y trouvera. Le public aime les romans faux. Ce roman est un roman vrai. Il aime les livres qui font semblant d'aller dans le monde. Ce livre vient de la rue. Il aime les petites œuvres polissonnes, les mémoires de filles, les confessions d'alcôve, les saletés érotiques, le scandale qui se retrousse dans une image aux devantures des librairies. Ce qu'il va lire est sévère et pur. Qu'il ne s'attende point à la photographie décolletée du plaisir. L'étude qui suit est la clinique de l'amour. Le public aime encore les lectures anodines et consolantes, les aventures qui finissent bien, les imaginations qui ne dérangent ni sa digestion ni sa sérénité. Ce livre, avec sa triste et violente distraction, est fait pour contrarier ses habitudes et nuire à son hygiène. Pourquoi donc l'avons-nous écrit? Est-ce simplement pour choquer le public et scandaliser ses goûts? Non. Vivant au XIXe siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous sommes demandé si ce qu'on appelle les basses classes n'avaient pas droit au roman. Si ce monde sous un monde, le peuple, devait rester sous le coup de l'interdit littéraire et des dédains d'auteurs qui ont fait jusqu'ici le silence sur l'âme et le cœur qu'il peut avoir. Nous nous sommes demandé s'il y avait encore, pour l'écrivain et pour le lecteur, en ces années d'égalité où nous sommes, des classes indignes, des malheurs trop bas, des drames trop mal embouchés, des catastrophes d'une terreur trop peu noble. Il nous est venu la curiosité de savoir si cette forme conventionnelle d'une littérature oubliée et d'une société disparue, la tragédie, était définitivement morte. Si dans un pays sans caste et sans aristocratie légale, les misères des petits et des pauvres parleraient à l'intérêt, à l'émotion, à la pitié aussi haut que les misères des grands et des riches. Si, en ce mot, les larmes qu'on pleure en bas pourraient faire pleurer comme celles qu'on pleure en haut. Ces pensées nous avaient fait oser l'humble roman de Sœur Philomène en 1861. Elles nous font oublier aujourd'hui Germinie Lacerteux. Maintenant que ce livre soit calomnié, peu lui importe. Aujourd'hui que le roman s'élargit et grandit, qu'il commence à être la grande forme sérieuse, passionnée, vivante de l'étude littéraire et de l'enquête sociale, qu'il devient par l'analyse et par la recherche psychologique l'histoire morale contemporaine, aujourd'hui que le roman s'est imposé les études et les devoirs de la science, il peut en revendiquer les libertés et les franchises. Et qu'il cherche l'art et la vérité, qu'il montre des misères bonnes à ne pas laisser oublier aux heureux de Paris, qu'il fasse voir aux gens du monde ce que les dames de charité ont le courage de voir, ce que les reines d'autrefois faisaient toucher de l'œil à leurs enfants dans les hospices. La souffrance humaine, présente et toute vive, qui apprend la charité. Que le roman est cette religion que le siècle passé appelait ce large et vaste nom. Appelée de ce large et vaste nom. Humanité. Il lui suffit de cette conscience. Son droit est là. Paris, octobre 1864. Donc ce roman a été considéré par la suite comme l'un des premiers romans naturalistes.
Germinie Lacerteux. 1. Sauvée. Nous voilà donc sauvés, mademoiselle, fit avec un cri de joie la bonne qui venait de fermer la porte sur le médecin. Et se précipitant vers le lit où était couchée sa maîtresse, elle se mit avec une frénésie de bonheur et une furie de caresses à embrasser, par-dessus les couvertures, le pauvre corps tout maigre de la vieille femme, tout petit dans le lit trop grand comme un corps d'enfant. La vieille femme lui prit silencieusement la tête dans ses 2 mains, la serra contre son cœur, poussa un soupir et laissa échapper « Allons, il faut donc vivre encore ». Ceci se passait dans une petite chambre dont la fenêtre montrait un étroit morceau de ciel coupé de 3 noirs tuyaux de tôle, des lignes de toit et au loin, entre 2 maisons qui se touchaient presque, la branche sans feuilles d'un arbre qu'on ne voyait pas. Dans la chambre, sur la cheminée, posée dans une boîte d'acajou carré, une pendule au large cadran, aux gros chiffres aux heures lourdes. À côté, 2 flambeaux, faits de 3 cygnes argentés tendant leur col autour d'un carquois doré, étaient ouverts. Près de la cheminée, un fauteuil à la Voltaire, recouvert d'une de ces tapisseries à dessins de damier que font les petites filles et les vieilles femmes, étendait ses bras vides. 2 petits paysages d'Italie dans le goût de Bertin, une aquarelle de fleurs avec une date à l'encre rouge au bas, quelques miniatures, pendaient accrochées au mur. Sur la commode d'acajou d'un style empire, un temps en bronze noir et courant, sa faux en avant, servait de porte-montre aux chiffres de diamants sur émail bleu entouré de perles. Sur le parquet, un tapis flammé allongeait ses bandes noires et vertes. À la fenêtre et au lit, les rideaux étaient d'une ancienne perse à dessins rouges sur fond chocolat. À la tête du lit, un portrait s'inclinait sur la malade et semblait du regard peser sur elle. Un homme aux traits durs y était représenté, dont le visage sortait du haut collet d'un habit de satin vert et d'une de ces cravates lâches et flottantes, d'une de ces mousselines mollement nouées autour des têtes par la mode des premières années de la Révolution. La vieille femme couchée dans le lit ressemblait à cette figure. Elle avait les mêmes sourcils épais, noirs, impérieux, le même nez aquilin, les mêmes lignes nettes de volonté, de résolution, d'énergie. Le portrait semblait se refléter sur elle comme le visage d'un père sur le visage d'une fille. Mais chez elle, la dureté des traits était adoucie par un rayon de rude bonté. Je ne sais quelle flamme de mâle dévouement et de charité masculine. Le jour qui éclairait la chambre était un de ces jours que le printemps fait lorsqu'il commence, le soir vers 5 heures. Un jour qui a des clartés de cristal et des blancheurs d'argent. Un jour froid, virginal et doux qui s'éteint dans le rose du soleil, avec des pâleurs de limbe. Le ciel était plein de cette nouvelle vie, adorablement triste comme la terre encore dépouillée, et si tendre qu'elle pousse le bonheur à pleurer. Eh bien, voilà ma bête de Germinie qui pleure, dit au bout d'un instant la vieille femme en retirant ses mains mouillées sous les baisers de sa bonne. Ah, ma bonne demoiselle, je voudrais toujours pleurer comme ça. C'est si bon. Ça me fait revoir ma pauvre mère et tout. Si vous saviez... Va, lui dit sa maîtresse en fermant les yeux pour écouter. Dis-moi ça. Ah, ma pauvre mère. La bonne s'arrêta. Puis, avec le flot de paroles qui jaillit des larmes heureuses, elle reprit, comme si, dans l'émotion et l'épanchement de sa joie, toute son enfance refluait à son cœur. Ah, la pauvre femme. Je la revois la dernière fois qu'elle est sortie pour me mener à la messe. Un 21 janvier, je me rappelle.
On lisait dans ce temps-là le testament du roi. Ah, elle en eut des mots pour moi, maman. Elle avait 42 ans quand elle a été pour m'avoir. Papa l'a fait assez pleurer. Nous étions déjà 3 et il n'y avait pas tant de pain à la maison. Et puis il était fier comme tout. Nous n'aurions eu qu'une cause de poids qu'il n'aurait jamais voulu des secours du curé. Ah, on mangeait pas tous les jours du lard chez nous. Ça fait rien. Pour tout ça, maman m'aimait un peu plus. Et elle trouvait toujours dans ses coins un peu de graisse ou de fromage pour mettre sur mes tartines. Je n'avais pas 5 ans quand elle est morte. Ça fut notre malheur à tous. J'avais un grand frère qui était blanc comme un linge, avec une barbe toute jaune. Et bon, bah, vous n'avez pas d'idée. Tout le monde l'aimait. On lui avait donné des noms. Les uns l'appelaient Boba, je sais pas pourquoi, les autres Jésus-Christ. Oh, c'était un ouvrier celui-là. Il avait beau avoir une santé de rien du tout, au petit jour il était toujours à son métier. Parce que nous étions tisserands, faut vous dire. Et il ne démarrait pas avec sa navette jusqu'au soir. Et honnête avec ça, si vous saviez. On venait de partout lui apporter son fil, et toujours sans peser. Il était très ami avec le maître d'école, et c'était lui qui faisait les sentences au carnaval. Mon père, lui, c'était autre chose. Il travaillait un moment, 1 heure comme ça, et puis il s'en allait dans les champs. Et puis quand il rentrait, il nous battait fort. Il était comme fou. On disait que c'était d'être poitrinaire. Heureusement qu'il y avait là mon frère. Il empêchait ma seconde sœur de me tirer les cheveux, de me faire du mal, parce qu'elle était jalouse. Il me prenait toujours par la main pour aller voir jouer au quilles. Enfin, il soutenait à lui seul la maison. Pour ma première communion, en donna-t-il de ses coups en me battant. Ah, il en a bâti de l'ouvrage. Oui, pas pour moi. C'était pour nous. Pour que je fusse comme les autres, avec une petite robe blanche où il y avait un tuyauté et un petit sac à la main, on portait à l'heure de ça. Je n'avais pas de bonnet. Je m'étais fait, je me souviens, une jolie couronne avec des faveurs et de la moelle blanche qu'on retire en écorçant de la canette. Il y en a beaucoup chez nous, dans les places où on met rouir le chanvre. Voilà un de mes bons jours, ce jour-là. Avec le tirage des cochons à Noël. Et les fois où j'allais aider pour accoler la vigne. C'est au mois de juin, vous savez. Nous en avions une petite au haut de Saint-Hilaire. Il y eut ces années-là, une année bien dure. Vous vous rappelez, mademoiselle? La grêle de 1828 qui perdit tout. Ça alla jusqu'à Dijon et plus loin. On fut obligé de faire du pain avec du son. Mon frère alors s'abîma de travail. Mon père, qui était à présent toujours dehors à courir dans les champs, nous rapportait quelquefois des champignons. C'était de la misère tout de même. On avait plus souvent faim qu'autre chose. Moi, quand j'étais dans les champs, je regardais si on me voyait pas. Je me coulais tout doucement sur les genoux et quand j'étais sous une vache, j'ôtais un de mes sabots et je me mettais à la traire. Oh, dame, il n'aurait pas fallu qu'on me prie. Ma plus grande sœur était en service chez le maître de l'enclos et elle envoyait à la maison ses 80 francs de gage. C'était toujours autant. La seconde travaillait à la couture chez les bourgeois, mais ce n'étaient pas les prix d'à présent, alors non, on allait de 6 heures du matin jusqu'à la nuit pour 8 sous. Avec ça, elle voulait mettre de côté pour s'habiller à la fête de jour de Saint-Rémy. Voilà comme on est chez nous. Il y en a beaucoup qui mangent 2 pommes de terre par jour pendant 6 mois pour savoir une robe neuve ce jour-là. Ouais, la Saint-Rémy. Les mauvaises chances nous tombaient de tous les côtés. Enfin, mon père vint à mourir. Il avait fallu vendre un petit champ et un homme de vigne qui tous les ans nous donnait un tonneau de vin. Ah, les notaires, ça coûte. Quand mon frère fut malade, il n'y avait rien à lui donner à boire que du râpé sur lequel on jetait de l'eau depuis 1 an. Et puis, il n'y avait plus de linge pour le changer. Tous nos draps de l'armoire, où il y avait une croix d'or dessus, du temps de maman, c'était parti. Et la croix aussi. Là-dessus, avant d'être malade, alors, mon frère s'en va à la fête de Clairfond. Il entend dire que ma sœur a fait sa faute avec le maire où elle était. Il tombe sur ceux qui disaient cela, ils n'étaient guère forts. Eux, ils étaient beaucoup, ils le jetèrent par terre. Et quand il fut par terre, ils lui donnèrent des coups de sabot dans le creux de l'estomac. On nous le rapporta comme mort.
Le médecin le remit pourtant sur pied et nous dit qu'il était guéri. Mais il ne fit plus que traîner. Je voyais qu'il s'en allait, moi, quand il m'embrassait. Quand il fut mort, le pauvre cher Palot, il fallut que Cadet Ballard y mit toutes ses forces pour m'enlever de son dessus du corps. Tout le village, le maire et tout, alla à son enterrement. Ma sœur, n'ayant pu garder sa place chez ce maire à cause des propos qu'il lui tenait, et étant partie se placer à Paris, mon autre sœur l'a suivie. Je me trouvais toute seule. Une cousine de ma mère me prit alors avec elle à Damblin, mais j'étais toute déplantée, là, je passais les nuits à pleurer, et quand je pouvais me sauver, je retournais toujours à notre maison. Rien que de voir de l'entrée de notre rue la vieille vigne à notre porte, ça me faisait un effet. Il me poussait des jambes. Les braves gens qui avaient acheté la maison me gardaient jusqu'à ce qu'on vînt me chercher. On était toujours sûrs de me retrouver là. À la fin, on écrivit à ma sœur de Paris que si elle ne me faisait pas venir auprès d'elle, je pourrais bien ne pas faire de vieux os. Le fait que j'étais comme de la cire. On me recommanda au conducteur d'une petite voiture qui allait tous les mois de Langres à Paris, et voilà comment je suis venue à Paris. J'avais alors 14 ans. Je me rappelle que pendant tout le voyage, je couchais tout habillée, parce que l'on me faisait coucher dans la chambre commune. En arrivant, j'étais couverte de poux. 2. La vieille femme resta silencieuse. Elle comparait sa vie à celle de sa bonne. Mademoiselle de Varandeuil était née en 1782. Elle naissait dans un hôtel de la rue Royale et Mesdames de France la tenaient sur les fonds baptismaux. Son père était de l'intimité du comte d'Artois, dans la maison duquel il avait une charge. Il était de ces chasses et des familiers devant lesquels, à la messe qui précédait les chasses, celui qui devait être Charles X pressait l'officiant en lui disant à mi-voix « Psst, 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 curé, avale vite ton bon Dieu ». Monsieur de Varandeuil avait fait un de ces mariages auxquels son temps était habitué. Il avait épousé une façon d'actrice, une cantatrice qui, sans grand talent, avait réussi au concert spirituel à côté de Madame Toddy, de Madame Ponteuil et de Mademoiselle Saint-Hubertier. La petite fille, née de ce mariage, en 1782, était de pauvre santé, laide, avec un grand nez déjà ridicule, le nez de son père, dans une figure grosse comme le poing. Elle n'avait rien de ce qu'aurait voulu d'elle la vanité de ses parents. Sur un fiasco qu'elle fit à 5 ans au fortepiano, à un concert donné par sa mère dans son salon, elle fut reléguée parmi la domesticité. Elle n'approchait qu'1 minute le matin, sa mère qui se faisait embrasser par elle sous le menton pour qu'elle ne dérangeât pas son rouge. Quand la Révolution arrivait, Monsieur de Varandeuil était, grâce à la protection du comte d'Artois, payeur des rentes. Madame de Varandeuil voyageait en Italie, où elle s'était fait envoyer sous le prétexte de soigner sa santé, abandonnant à son mari le soin de sa fille et d'un tout jeune fils. Les soucis sévères du temps, les menaces grondant contre l'argent et les familles maniant l'argent, Monsieur de Varandeuil avait un frère fermier général. Ne laissait guère à ce père très égoïste et très sec le loisir de cœur nécessaire pour s'occuper de ses enfants. Par là-dessus, la gêne commençait à entrer dans son intérieur. Il quittait la rue Royale et venait habiter l'hôtel du Petit Charolais, appartenant à sa mère encore vivante qui le laissait s'y établir. Les événements marchaient. On était au commencement des années de guillotine lorsqu'un soir, dans la rue Saint-Antoine, il marchait derrière un colporteur criant le journal « Au voleur ! Au voleur !» Le colporteur, selon l'habitude du temps, faisait l'annonce des articles du numéro. Monsieur de Varandeuil entendit son nom mêlé à des B, à des J, à des F. Il acheta le journal et il eut une dénonciation révolutionnaire.
Quelque temps après, son frère était arrêté et enfermé à l'hôtel Talaru avec les autres fermiers généraux. Sa mère, prise de terreur, avait vendu follement pour le prix des glaces l'hôtel du Petit Charolais où il logeait. Payée en assignats, elle était morte de désespoir devant la baisse croissante du papier. Heureusement, M. de Varandeuil obtenait des acquéreurs qui ne trouvaient pas à louer la permission d'habiter les chambres servant autrefois aux gens d'écurie. Il se réfugiait là, sur les derrières de l'hôtel, dépouillait son nom, affichait à la porte selon qu'il était ordonné son nom patronymique de rouleau sous lequel il enterrait le de Varandeuil et l'ancien courtisan du comte d'Artois. Il y vécut solitaire, effacé, enfoui, cachant sa tête, ne sortant pas, rasé dans son trou, sans domestique, servi par sa fille et lui laissant tout faire. La terreur se passa pour eux dans l'attente, le tressaillement, l'émotion suspendue à la mort. Tous les soirs, la petite allait écouter par une lucarne grillée les condamnations du jour, la liste des gagnants à la loterie de Sainte-Guillotine. À chaque coup frappé à la porte, elle allait ouvrir, en croyant qu'on venait prendre son père pour le mener sur la place de la Révolution, où son oncle avait été déjà mené. Vint le moment où l'argent si rare ne donna plus le pain. Il fallut l'enlever presque de force à la porte des boulangers. Il fallut le conquérir par des heures passées dans le froid et le vif des nuits, dans la presse et l'écrasement des foules, faire que des 3 heures du matin. Le père ne se souciait pas de se risquer dans cet amas de peuple. Il avait peur d'être reconnu, de se compromettre avec une de ces foucades qui auraient échappé n'importe où à la fougue de son caractère. Puis il reculait devant l'ennui et la dureté de la corvée. Le petit garçon était encore trop petit. On l'eût écrasé, ce fut à la fille que revint la charge de gagner chaque jour le pain des 3 bouches. Et elle le gagna. Son petit corps maigre perdu dans un grand gilet de tricot à son père, un bonnet de coton enfoncé jusqu'aux yeux, les membres serrés pour retenir un reste de chaleur. Elle attendait en grelottant, les yeux meurtris de froid, au milieu des bousculades et des poussées, jusqu'au moment où la boulangère de la rue des Francs-Bourgeois lui mettait dans les mains un pain que ses petits doigts raides d'onglets avaient peine à saisir. À la fin, cette pauvre petite fille qui revenait tous les jours avec sa figure de souffrance et sa maigreur qui tremblait, apitoyait la boulangère. Avec la bonté d'un cœur de peuple, aussitôt que la petite apparaissait dans la longue queue, elle lui envoyait par son garçon le pain qu'elle venait chercher. Mais un jour, comme la petite allait le prendre, une femme jalouse du passe-droit et de la préférence donnée à l'enfant un coup de sabot qui la retint près d'1 mois au lit. Mademoiselle de Varandeuil en porta la marque presque toute sa vie. Pendant ce mois, la famille fut morte de faim, sans une provision de riz qu'avait eu la bonne idée de faire une de leurs connaissances, la comtesse d'Auteuil, et qu'elle voulut bien partager avec le père et les 2 enfants. Monsieur de Varandeuil se sauvait ainsi du tribunal révolutionnaire par l'obscurité d'une vie enterrée. Il y échappait encore par les comptes de sa place qu'il devait rendre et qu'il avait eu le bonheur de faire ajourner et remettre de mois en mois. Puis aussi, il repoussait la suspicion par des animosités personnelles contre de grands personnages de la cour, par des haines que beaucoup de serviteurs de princes avaient puisées auprès des frères du roi contre la reine. Toutes les fois qu'il avait eu occasion de parler de la malheureuse femme, il avait eu des paroles violentes, amères, injurieuses, d'un accent si passionné et si sincère qu'elle lui avait presque donné l'apparence d'un ennemi de la royauté. En sorte que ceux pour lesquels il n'était que le citoyen rouleau le regardaient comme un patriote, et que ceux qui le connaissaient sous son ancien nom l'excusaient presque d'avoir été ce qu'il avait été, un noble, l'ami d'un prince du sang,
et un homme en place. La République en était au souper patriotique, à ces repas de toute une rue dans la rue, dont mademoiselle de Varandeuil, dans ses souvenirs brouillés qui mêlaient leur terreur, voyait les tables rue pavée, le pied dans le ruisseau de sang de septembre sorti de la force. Ce fut à un de ces soupers que M. de Varandeuil eut une invention qui acheva de lui assurer la vie sauve. Il raconta à deux de ses voisins de table, chauds patriotes, dont l'un était lié avec Chaumette, qu'il se trouvait dans un grand embarras, que sa fille n'avait été qu'ondoyée, qu'elle manquait d'état civil et qu'il serait bien heureux si Chaumette voulait la faire inscrire sur les registres de la municipalité et l'honorer d'un nom choisi par lui dans le calendrier républicain de la Grèce ou de Rome. Chaumette fixait bientôt un rendez-vous à ce père qui était si bien à la hauteur, comme on disait alors. Séance tenante, on faisait entrer mademoiselle de Varandeuil dans un cabinet où elle trouvait deux matrones chargées de s'assurer de son sexe et auxquelles elle montrait sa poitrine. On la ramenait alors dans la grande salle des déclarations et là, après une allocution métaphorique, Chaumette la baptisait Sempronier, un nom que l'habitude devait conserver à mademoiselle de Varandeuil et qu'elle ne quitta plus. Voilà, c'est là-dessus, sur ce rebaptême de mademoiselle de Varandeuil que nous allons nous arrêter. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était donc Germinie Lacerteux, un roman des frères Goncourt. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez.